Après le temps et l'espace, autre catégorie que l'historien doit dominer s'il veut s'en rendre maître et l'utiliser à bon escient, c'est le discours. Et là, nous avons montré qu'il y a une difficulté fondamentale parce que les mêmes mots ne signifient pas les mêmes choses, parce que nous projetons dans le passé, par exemple, une classification sociale qui est la nôtre, alors qu'elle est elle-même la classification d'un moment de l'histoire. Par exemple, lorsque nous parlons d'exploitation sociale ou lorsque nous parlons de classe sociale, c'est une terminologie tout à fait récente. Et en réalité, nous n'avons pas le droit de la projeter telle qu'elle dans le passé, au-delà d'une époque relativement rapprochée. Et j'ai pris un exemple caractéristique. Lorsque nous parlons aujourd'hui de liberté, c'est pour nous un concept positif, alors que pour un homme de l'époque carolingienne, un homme libre, c'était quelquefois un homme sans attache et un homme donc sans protection et défavorisé au sein de la société. Donc, problème de terminologie que nous avons étudié à l'aide de textes de Georges Duby et à l'aide aussi de textes d'un grand esprit qui n'était pas un historien et qui était Émile Benveniste, le grand linguiste spécialiste d'une archéologie du langage. Après ces problèmes de terminologie, nous avons évoqué la façon dont l'historien rencontre le non écrit, c'est-à-dire l'image, c'est-à-dire le matériel, car il y a aujourd'hui un essor particulier et auquel il faut être très attentif de la documentation archéologique qui ne se limite plus à l'histoire de l'art et aux objets d'art comme elle l'a fait un temps. Et enfin, nous sommes arrivés au bout presque de l'histoire, dans la mesure où l'histoire, c'est le discours. Nous avons montré qu'on essaie aujourd'hui de faire l'histoire de cet être par définition muet qu'est le corps humain, le corps souffrant, par exemple. Nous avons indiqué tous les travaux sur l'histoire des maladies, le corps également en tant que moyen d'expression, mais moyen d'expression sans discours, justement. Et enfin, la dernière des catégories de l'historien que nous devions regarder, c'était le nombre. Et là, on touchait à un problème de méthode qui est un des problèmes essentiels de notre génération d'historiens, parce que le nombre, ce sont tous les problèmes relatifs à la quantification en histoire. Quantification qui a été d'abord celle d'une histoire économique avec Ernest Labrousse, par exemple, mais quantification qui s'étend aujourd'hui à la mise en série de tous les phénomènes de la vie sociale pour lesquels on dispose précisément de données sérielles. Et nous avons cité en exemple le livre nullement économique de Michel Vauvel sur la piété et la déchristianisation en Provence au XVIIIe siècle, où les données du changement culturel ont été dégagées à travers une quantification d'indications relevées dans des testaments. Nous avons, et j'ai pour ma part, je dois le dire, insisté sur les limites possibles de la quantification, notamment dans le cas de sociétés anciennes et de sociétés non quantifiables, non pas par lacune de la documentation, mais par leur nature même. Et c'est à ce moment-là que nous pouvons maintenant, et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis peu de temps, que nous pouvons aborder donc le rapport entre l'histoire et les sciences sociales, rapport qui a été, du moins je l'espère, éclairé déjà, débroussaillé par tout ce que nous avons dit précédemment. Histoire et sciences sociales, eh bien, quelles sont les sciences avec lesquelles nous entretenons un dialogue ? D'un côté, l'économie, lorsqu'il s'agit
des sociétés proches de la nôtre dans l'histoire économique, des débuts et de la suite de l'essor industriel de l'Europe et de l'Amérique du Nord, mais nous avons montré à nos étudiants que l'histoire économique est aujourd'hui peut-être plus ambitieuse qu'autrefois, car elle s'efforce de proposer des schémas d'explication et d'évolution pour des sociétés précisément très antérieures au capitalisme, quelle que soit la date que l'on assigne à l'apparition de celui-ci. Et d'autre part, au sein même des sociétés industrielles et pour toutes les époques, nous avons montré que l'histoire a, de son côté, apporté, ou du moins elle aurait voulu apporter, aux économistes des réflexions sur des sociétés non développées, réflexions dont il n'est pas besoin d'indiquer l'importance aujourd'hui. Après l'économie, et de façon inséparable, c'est l'anthropologie qui nous retient en ce moment, l'anthropologie dont l'échange avec l'histoire a été peut-être le plus riche parmi ceux de toutes les sciences sociales, car si les historiens ont montré aux anthropologues qu'il était urgent et tout simplement possible de chercher le passé de ces peuples sans écriture auxquels, en principe, s'attache l'anthropologie, en revanche, l'histoire est dans les tendances les plus importantes de l'histoire actuelle, l'histoire emprunte sa problématique pour une grande part à l'anthropologie. C'est l'anthropologie, en effet, qui suggère à l'histoire et à l'histoire des sociétés anciennes, à l'histoire des couches rurales des sociétés européennes, une problématique où les liens de parenté, le lignage, le village et la communauté villageoise, pour ne citer que quelques exemples, prennent une place prépondérante. C'est l'anthropologie qui montre à l'histoire, peut-être de la façon la plus souhaitable, l'étrangeté des sociétés passées, de ces sociétés qui, parce qu'elles sont les ascendantes de la nôtre, nous paraissent quelquefois abusivement, inexactement familières. Et nous sommes en ce moment même en train d'expliquer avec nos étudiants toute la richesse donc de ce questionnaire anthropologique. Nous avons cité quelques travaux classiques d'anthropologie et au premier chef, puisque nous sommes en France précisément, nous avons rendu hommage aux travaux ancien de Marcel Mauss et avant lui d'Émile Durkheim et aux travaux plus récents et importants pour notre génération de Claude Lévi-Strauss, mais d'autre part, nous avons cité comme réflexion d'historiens sur l'anthropologie et sur l'enseignement de l'anthropologie un certain nombre de livres, un certain nombre de réflexions, comme celle de Jacques Le Goff sur le Moyen-Âge européen et singulièrement français, comme celle aussi de collègues italiens, par exemple Ernesto De Martino, dans son livre classique sur la terre du remords, livre à cheval sur l'anthropologie et l'histoire. Nous indiquons en ce moment même les grands thèmes que l'histoire peut emprunter à l'anthropologie, thèmes qui ne lui sont pas inconnus mais qu'elle peut regarder ainsi d'un regard un peu différent, la parenté et le village, comme je viens de le dire, mais aussi les rituels, mais aussi la vision du monde et pourquoi pas la vision religieuse, mais aussi l'étude du pouvoir et des moyens de pouvoir. C'est vers les sociétés modernes que nous allons retourner avec l'étude des groupes sociaux, avec la projection dans un passé plus ou moins proche d'un questionnaire qui cette fois-ci ne sera plus celui de l'anthropologie, mais celui de nos collègues sociologues, étude donc des groupes sociaux, de leur rapport entre eux.
étude de l'interaction des différentes classes sociales et étude aussi aux confins de l'histoire et de la sociologie de ce qu'on appelle les mentalités. Il s'agira en effet de montrer que si l'histoire peut faire de la sociologie dans le passé, si elle peut étudier les magistrats ou les religieuses du XVIIe siècle, par exemple, il s'agira donc de montrer à nos auditeurs historiens que le sociologue digne de ce nom ne peut pas, lui non plus, se passer d'une dimension historique, que s'il veut étudier les relations dans la famille française aujourd'hui, par exemple, s'il veut étudier le couple conjugal français de 1978 ou même, disons, des dernières 20 années, il ne peut pas se dispenser, s'il veut produire non seulement une description, mais une explication, de montrer les antécédents historiques parfaitement perceptibles à l'observation attentive du couple, de la famille ou de toute autre formation sociale contemporaine. Et on retrouve là ce problème de la très longue durée des évolutions qui affleurent même dans l'observation la plus contemporaine. Nous aborderons aussi, mais avec précaution et, si j'ose dire, avec un respect craintif, le problème ouvert et difficile des rapports entre histoire et psychanalyse. Peut-on faire une psychanalyse dans le passé, soit une psychanalyse des individus, et nous citerons par exemple le livre de Erik Erikson sur Luther, le dossier écrit qui nous reste sur Luther, peut-il tenir lieu des entretiens vivants avec un psychanalyste? Mais autre question, peut-on dégager des schémas d'explication psychanalytique applicables non pas à un individu, mais à une époque de la société? Et en d'autres termes, c'est la même question posée autrement, peut-on assigner une valeur universelle au triangle freudien, universel dans le temps, comme certains la jugent universelle dans l'espace? Voilà encore une question qui nous sera commune avec nos collègues anthropologues. Et enfin, la dernière science sociale dont nous allons nous occuper, qui a produit déjà une très très belle récolte en conjonction avec l'histoire, c'est la démographie, et nous présenterons les travaux de l'école démographique française. Voici en gros notre passé et notre futur pour cet enseignement de cette année. Ceux d'entre vous qui seraient embarrassés sur tel ou tel point peuvent toujours m'écrire à l'Université de Nanterre, et les chargés de travaux dirigés et moi-même, nous vous répondrons toujours scrupuleusement. Vous venez d'entendre un cours de méthodologie historique fait par Madame Pat Lajean de l'Université Paris X.